Bonjour à tous et bienvenue sur Homemade School dans cette nouvelle séance de formation sur Leica Infinity. Aujourd'hui, nous verrons comment traiter de A à Z des observations DNSS sur Leica Infinity, c'est-à-dire passant des traitements des lignes de base, voir comment faire un calcul de boucle de fermeture jusqu'aux ajustements, que ce soit l'ajustement libre ou alors l'ajustement par contrainte. Tout d'abord, nous allons commencer par la création du projet. Certainement, l'interface de votre logiciel ne se présente pas comme suit, étant donné peut-être que vous n'avez pas encore réalisé certains travaux, alors dû à la version du logiciel. La version de mon logiciel que j'ai, je peux la regarder ici au niveau du About, je descends, j'ai la version 4.0.0. Donc, pour créer notre projet, on va venir ici au niveau de Welcome, ensuite New Project. On renseigne le nom du projet, on va mettre formation Homemade School. Et on peut renseigner ici là le nom du topographe en chef. On va mettre HMS. Et on va simplement donc créer le projet sur Create. Ok. Une fois notre projet créé, il est question pour nous premièrement de créer un système de coordonnées. Je tiens à signaler que si vous ne créez pas, n'affectez pas un système de coordonnées à votre projet, lorsque vous allez importer les données, ces données ne seront pas visibles. Vous n'aurez pas la possibilité de voir ces données parce qu'il n'y aura pas de système de coordonnées affecté. Pour pouvoir vérifier cela, vous descendez juste ici au niveau des différents, au niveau de cette barre d'état-ci du logiciel. Et lorsque vous décochez, vous regardez là, c'est notre en fait. Donc, c'est pour dire que votre projet actuel n'a pas de système de coordonnées. Pour créer le système de coordonnées, vous pouvez voir une de nos vidéos en approfondi qu'on a déjà réalisé sur cette plateforme sur comment créer le système de coordonnées. Et dans cette vidéo-là, vous aurez en fait plus d'informations que celles présentes dans celle-ci. Donc, nous allons rapidement voir comment créer dans notre système de coordonnées. On va venir ici dans File et ensuite là dans Tools. Étant dans Tools, on va cliquer sur Coordonnées Système. Là, moi j'ai déjà eu à créer des systèmes de coordonnées, c'est cela que vous les voyez là. Mais pour nous, on va considérer qu'on n'a pas encore eu à créer de système de coordonnées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici au niveau de Manager, cliquer dessus. Il va agrandir la fenêtre. Ok. Premièrement, donc, pour créer notre système de coordonnées sera constitué de 3 éléments. On aura un ellipsoïde, une projection et un modèle de géoïde. Donc c'est ici dans ce sous-groupe New qu'on pourra donc créer ces différents éléments-là. Donc on va commencer comme je disais par l'ellipsoïde, la projection, le modèle de géoïde et ensuite on revenir pour affecter ces différents éléments comme étant éléments de notre système de coordonnées que nous allons créer. Je vais donc venir cliquer sur l'ellipsoïde. L'ellipsoïde en vigueur au Cameroun est le GRS80. Donc c'est cet ellipsoïde là que je vais devoir créer. Mais d'abord je vais vérifier c'est qu'il ne fait pas déjà partie des différents ellipsoïdes prédéfinis dans mon logiciel. Un ellipsoïde avec l'icône de Leica Infinity est celui déjà prédéfini dans le logiciel. Donc je vais chercher s'il y en a le GRS 1980 et le voici bien évidemment qui est là. Donc je n'ai plus besoin de créer cet ellipsoïde là. Si vous voulez créer un ellipsoïde, vous venez ici au niveau de la fenêtre à droite. Vous avez le nom de l'ellipsoïde et les caractéristiques de l'ellipsoïde que sont ici le demi, grand axe et l'aplatissement, disons l'inverse de l'aplatissement. Donc c'est là. Et ensuite vous cliquez sur créer et après sur apply. Donc moi mon ellipsoïde dont j'ai besoin le GRS80 et il est déjà présent, le voici ici. Je vais donc passer à la projection et je vais cliquer sur projection. Pour pouvoir créer donc ma projection, la projection au Cameroun est la projection Universal Transverse Mercator et définie par deux zones, que ce soit la zone Grand Nord ou la zone Grand Croix Nord. Pour ce qui est de votre zone, vous devez connaître en fait dans quelle zone vous avez eu à effectuer des observations. Ces observations-ci que nous allons traiter aujourd'hui ont été observées dans une zone Grand Nord. Donc je vais venir ici et ancrer le nom de ma projection. Je vais l'appeler UTM 32 Nord. Le type ici, c'est Universal Transverse Mercator.
la zone 32 et ça définit directement le méridien central. Nous sommes dans l'hémisphère nord pour le cas du Cameroun. Et je clique sur Create. Ayant cliqué sur Create, je viens ici au niveau de Universal Transverse Mercator et je regarde en fait et vous voyez la projection que je venais de créer est bel et bien là. Donc c'est bon. Je vais cliquer dessus, cliquer sur Apply. Maintenant, on passe au dernier élément qui est le modèle de Druid. Je viens cliquer là sur Druid Model. Ok. Pour ce qui est du modèle de Druid, nous allons l'importer en fait dans notre logiciel. Les modèles de Druid que vous pouvez importer sur Lake Infinity sont des modèles de Druid avec l'extension .gem. Donc, je vais venir ici dans la fenêtre des propriétés. Si cette fenêtre disparaît, c'est par ici que vous pouvez l'activer ou la désactiver avec cette icône-ci. Dans la fenêtre des propriétés, je vais directement aller sur chemin Paths et je clique là sur le dossier en noir. Et je m'en vais chercher en fait le chemin d'accès de mon modèle de juillet 2. Celui que je veux, le voici, c'est le Cameroun EGM 2008. Donc je clique dessus et je l'ouvre. En l'ouvrant, il vient directement avec ses différentes caractéristiques et paramètres. Donc tout ce que je vais faire, c'est lui attribuer un nom dans mon logiciel, le nom qu'il devra porter. Je vais l'appeler EGM 08 CMR pour Cameroun et je vais cliquer sur Create. Bon là, il ne se crée pas parce que j'ai déjà un modèle de Druid dont j'avais déjà eu à personnaliser moi-même et créer là. Mais lorsque vous n'en avez pas, en cliquant sur Create, votre modèle de Druid se verra donc apparaître là. Pour ce qui est de certaines autres versions, vous avez la possibilité d'en ajouter plusieurs. Okay. Mes trois éléments ont été définis. Je réitère, pour ce qui est des différentes autres informations concernant les autres paramétrages, il y a toute une vidéo dédiée à la création des systèmes de coordonnées sur Lake Infinity pour vous expliquer tout cela. Donc, on va continuer donc et venir au niveau de Coordinate System. Dans Coordinate System, là également, j'ai plusieurs systèmes de coordonnées qui ont déjà été créés. Donc, je ne vais pas les refaire. Je vais juste vous montrer comment procéder. Pour pouvoir créer votre nouveau système de coordonnées, ce que vous faites, c'est que vous venez ici au niveau du nom. Vous pouvez donc changer le nom là, de votre système de coordonnées. Disons UTM. Système de coordonnées UTM 32 Nord. Ou disons système de coordonnées du Cameroun. On va l'appeler Cameroun. Cameroun. Pour qu'on se souvienne également qu'il s'agit de la zone 32 Nord, on va mettre 32 Nord. Cameroun 32 Nord. La transformation, nous n'en avons pas besoin. L'ellipsoïde, vous venez donc là au niveau de votre liste d'ellipsoïdes et vous prenez l'ellipsoïde en question. Si c'est que votre ellipsoïde n'était pas d'abord prédéfini dans le logiciel et que vous ne l'avez pas créé et appliqué, lorsque vous allez venir ici au niveau de cette liste, votre ellipsoïde ne sera pas visible. Donc prenez soin de le créer et d'appliquer après. Au niveau de la projection, donc vous prenez le nom de la projection que vous avez eu à créer. Nous, c'était UTM Nord. Que voilà. Le modèle de Druid, quand vous l'avez importé et appliqué dans votre manager de système de coordonnées, il apparaît là. Si vous ne l'avez pas fait également, vous ne le verrez pas apparaître. Pour ce qui est du CS, on n'en a pas, donc on va laisser. Comme je disais, pour modèle de Druid, vous cliquez le modèle de Druid et après, donc, vous cliquez tout simplement sur Create et ensuite sur Apply. Donc, c'est pour ce qui est de la création du système de coordonnées. Donc, Create et après Apply. Et on a notre système de coordonnées là que voici. Une fois votre système de coordonnées créé, on va fermer la fenêtre que voici. Et dans la liste donc que vous avez ici, votre nouveau système de coordonnées est bel et bien visible. Ce que nous devons maintenant faire, parce que si vous revenez dans votre projet ici dans Home, vous verrez que là toujours, il n'y a pas de système de coordonnées. Donc ce que nous devons faire, on revient là dans File, dans Tools et ensuite dans Coordonnées Système. Ce que nous devons donc faire, c'est affecter ce système de coordonnées-ci à notre projet. Sauf pour faire cela, c'est très simple. Vous cliquez dessus et vous venez ici sur Copy to Project. Cliquez également dessus. Lorsque vous l'avez fait, ça se grise directement. En revenant donc sur Home, vous voyez qu'ici, ce n'est plus Node, mais le système de coordonnées que nous avons eu à créer. OK. Maintenant, nous allons passer à la phase d'importation des données. Donc, nous allons venir ici. Pour importer nos données, je vais montrer la méthode simple et directe. Il s'agit de venir dans Home et ensuite dans Import. On va chercher donc tout simplement le chemin d'accès qui mène à nos données.
mes données, les voici. Comme je disais, nos données sont déjà au format RINEX. Pour pouvoir convertir en fait vos données brutes vers le format RINEX, parce que le format RINEX, c'est le format en fait qui est accessible à n'importe quel logiciel de traitement GNSS. C'est-à-dire, peu importe avec quel récepteur vous avez eu à effectuer vos observations, lorsque vous convertissez en RINEX, vous pouvez traiter ces observations dans n'importe quel logiciel de traitement GNSS. Donc, ces données-ci ont été observées par exemple avec des récepteurs iTarget V200 et nous avons eu à les convertir dans le logiciel HBC, High Target Business Center, pour pouvoir les convertir en RINEX. Si vous avez par exemple des e-surveys, vous pouvez les faire sur le logiciel GeoSolutions. Si vous avez eu à observer par exemple avec des signaux GNSS, des récepteurs signaux GNSS, vous pouvez les convertir sur le logiciel CRE, Compass Receiver Utility. Si ce sont des colis également, GeoSolutions les convertit. Si c'est avec des récepteurs comme Trimble, vous pouvez les convertir avec le converteur RINEX du logiciel Trimble Business Center. Donc, pour pouvoir importer nos données, on va toutes les sélectionner. Clique là sur la première ligne. Je maintiens Shift et je clique sur la dernière ligne. Ici, au niveau du Merge Interval, c'est très important si c'est que vous avez eu à faire des breaks d'observation, c'est-à-dire par exemple vous avez lancé l'observation sur un point et après par je ne sais pas une erreur de votre part vous avez eu à arrêter l'observation. Vous pouvez donc simplement relancer l'observation et ici en fait sur le logiciel vous venez cliquer sur Merge Interval, c'est-à-dire que si la première observation lancée a été faite de 11h15 à 12h20 et après brusquement vous avez arrêté l'observation et vous l'avez reprise à 12h23. Vous pouvez donc prendre les deux fichiers et venir cliquer ici sur Merge Intervals et le logiciel va considérer en fait qu'il n'y avait pas de break. Donc les observations seront fusionnées comme le nom l'indique. Mais pour cela, il y a 3 conditions qui doivent s'appliquer. Le nom du point doit être le même pour pouvoir fusionner l'intervalle et l'intervalle d'observation de break, je vais dire, ne doit pas dépasser 40 minutes. Et également, vous devez vous rassurer que le modèle d'antenne soit le même pour effectuer cela. Donc, on va cliquer sur Import. Ok, là on a le rapport en fait d'importation qui s'ouvre là. On va le fermer. Et on a donc nos données qui ont été normalement importées. Donc là on a le point de référence et ici on a les points du site. L'opération qui a été effectuée ici est une opération de rattachement pour ce qui est du cadastre du Cameroun. Et on demande à ce que, il est demandé à ce que au moins 2 à 3 points du site soient rattachés au réseau géodésique national. Donc, on va un peu modifier le nom de ces points. Si vous voulez modifier le nom d'un point, vous venez ici au niveau du point, on va décocher là. Et on va prendre, et vous cliquez juste dessus. Dans la fenêtre propriété, vous avez la possibilité de modifier. Donc, on va les renommer de manière normale. On va appeler ce point-ci B3. Et vous cliquez sur directement, ça se modifie. Pour les autres, on pourra laisser de la sorte. Donc, on aura 3 points B1, B2, B3 et la borne de référence B04. Je clique sur Échappe. Ok, maintenant on va donc passer à la partie proprement dite de traitement des lignes de base. Vos lignes de base, déjà, vous les avez ici. C'est le vecteur cartésien qui sépare en fait 2 points dans l'espace. Pour pouvoir visualiser, analyser les données, pardon, on va venir ici au niveau du inspecteur. Et venir ici dans GNSS. Comme vous le savez, le logiciel Lake Infinity ne permet pas seulement de traiter des données GNSS. Vous pouvez également traiter des photos sur Lake Infinity, c'est-à-dire faire de la photogrammétrie. Vous pouvez traiter des données de station totale, des données de niveau et bien d'autres encore. Donc, là, dans la fenêtre GNSS et ensuite ici au niveau du GNSS intervals, les intervalles GNSS, vous voyez donc en fait vos données proprement dites, les différents temps d'observation et vous pouvez également voir ou analyser les différentes sessions, c'est-à-dire que pour vous qui n'avez pas été sur le terrain, qui n'avez pas fait ces observations, vous pouvez savoir le nombre de récepteurs que votre opérateur a utilisé, également le nombre de sessions faites. Donc, ici, on a la borne du réseau et là, elle a observé pendant 4 heures de temps et 17 minutes.
les différents autres points du site. Vous zoomez juste avec la molette de la souris pour voir les autres informations. 30 minutes et 19 secondes. Lorsque vous laissez le pointeur, vous voyez en fait le temps de début et le temps de fin des observations. Même chose pour les autres points. 12 minutes ici, 12 minutes également là. Donc, pour maintenant analyser les différentes sessions, ce que vous faites en fait, c'est une intersection des temps d'observation. Donc, pour des temps d'observation qui sont communs, pour des points qui ont des temps d'observation communs, cela constituera en fait une session. C'est-à-dire que je fais des simples intersections. J'ai ma borne de référence qui est ici. Maintenant, je cherche quel est le premier intervalle de temps où des points ou que des points ont en commun. Oui. Quelle est la première intersection de temps? Je vois que le temps B0, B croix, la borne B croix, le temps d'observation B croix, pardon, est contenu dans B047. B1 également est contenu dans B croix, qui lui également est contenu dans B047. Mais pour ce qui est de B2, B2 n'est pas dans cette même intersection. Pourquoi? Parce que B2 n'a pas de temps commun d'observation avec B1. Donc la première session s'est arrêtée sur ces trois points-ci. C'est-à-dire la première session d'observation était B047, B croix et ensuite B1. Et après, il y a un récepteur qui a été bougé. Donc ceci me permet déjà de connaître le nombre de récepteurs qui a été utilisé, qui est de croix. Il y a eu un récepteur sur la borne du réseau qui a servi de base. Et il y a eu deux récepteurs sur les deux premiers points qui sont B croix et B1. Et après, dans la première session d'observation, la deuxième session d'observation consistait à déplacer un des récepteurs et de le mettre sur la dernière borne. Maintenant, la question est à savoir quel est le récepteur qui a bougé. C'est très simple, il s'agit de ce récepteur ci B1. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de temps commun d'observation avec B2. Ça signifie qu'il n'appartient pas à la deuxième session. Donc la deuxième session donc, est B047, B croix et ensuite B2. Ok. Ce que nous allons maintenant faire, c'est d'abord de fixer la base comme étant le point de contrôle. Vu qu'il s'agit d'un rattachement au réseau géodésique national, alors cette borne-ci est une borne du réseau géodésique national. Donc ce que nous allons faire, c'est la signer comme étant point de contrôle. Pour ce faire, vous cliquez simplement dessus, B047, et vous venez ici au niveau de ses propriétés. Au niveau du point role, vous voyez ici, c'est à naviguer tête, et cas, c'est-à-dire point observé. Vous venez donc ici, vous cliquez là sur la boule, là, noir, le cercle là, et ça va directement la signer comme point de contrôle, comme vous voyez comment ça s'affiche là. Donc je clique dessus, et vous voyez donc, son rôle a changé, il est maintenant défini comme point de contrôle. Mais maintenant, ici, il s'agit des coordonnées en fait approximées par le récepteur. Link Infinity ne fait que lire le fichier en fait que vous avez importé ici. Donc nous allons renseigner les bonnes coordonnées selon la fiche signalétique de cette borne qui est là comme étant la carte d'identité de cette borne là. Ce que je conseille de faire, c'est de modifier les coordonnées géographiques parce que les coordonnées géographiques n'ont pas subi de transformation. Mais si vous travaillez par exemple sur des projets comme des grenages de eau où l'altitude intervient fortement ou alors joue un très grand rôle, vous modifiez les coordonnées géographiques, la latitude et la longitude, et vous venez modifier plutôt la hauteur orthométrique ici au lieu de la hauteur ellipsoïdale. Parce que lorsque vous modifiez l'une des hauteurs, ça change directement l'autre hauteur à cause de la séparation de géoïdes, c'est-à-dire l'ondulation qui est constante. Donc ce qu'on va faire, c'est venir là au niveau de WGS84 Position. Rassurez-vous d'avoir cliqué sur le point de contrôle là. On va venir là et cliquer sur le crayon qui est là à côté. On va ouvrir la fiche signalétique de... On va ouvrir la fiche signalétique de cette borne. Que voici, B047. Et on va ancrer nettement ces coordonnées ici. Donc là, on est à 15. Le plus souvent, ces coordonnées vont être différenciées au niveau de la seconde près. Donc là, on est en 15, 97, 87. 15, 97, 87. Pour ce qui est de la latitude. Et pour ce qui est de la longitude, 27, 63, 66. 27, 63, 66. Link Infinity fait un arrondi d'ordre 2. Et comme je disais, ce qu'on va plutôt modifier, c'est la hauteur orthométrique ici. Donc là, j'ai fini d'enclencher la latitude et la longitude. Je clique sur Apply. Et ensuite, je viens plutôt cliquer sur le crayon de des positions, des coordonnées projetées, pardon, Local Position.
Et je viens ici là au niveau de la hauteur orthométrique et après la vraie hauteur orthométrique qui est son altitude ici. Vous voyez ici, l'altitude à 562,43. Pourtant, ce que le logiciel a approximé est à 549,2680. Vous voyez, cette différence est vraiment assez grave pour le type de travaux dont vous aurez à réaliser. Donc, on va mettre là 562,43. 102,43. Et on va cliquer sur Apply. OK. Donc voilà ce qui signifie en fait définir le point de contrôle qui a été ma borne B047. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est procéder en fait à la phase de nettoyage des observations. Ce que je conseille toujours avant de commencer n'importe quel calcul. C'est vraiment quelque chose de par précaution, quoi. Donc, lorsque j'ai fini d'assigner le point de contrôle, comme voici, je viens donc nettoyer les observations sur chaque point. Pour ce faire, il s'agit juste en fait de venir sur chaque point, par exemple en commençant là par B047 et de décocher cette petite flèche noire-ci là. Lorsque j'ai décoché ma petite flèche noire, j'ai donc la possibilité de voir les différentes observations faites sur chaque satellite. Pour ce qui est des satellites commençant par la lettre G, on est dans la constellation GPS. R, il s'agit de GLONASS. C, B, E, Galileo. Ok. Donc, on a les constellations GPS, GLONASS, Beidou et Galileo qui ont été observées par ce récepteur-ci en ce point-là. Donc, pour pouvoir nettoyer les observations, je vais activer le signal sur bruit avec cette icône-ci comme les barres, les différentes barres. Pour le signal sur bruit, le signal en fait est bon lorsqu'il est vert. Lorsqu'il commence à changer du moins vert vers rouge, c'est qu'il devient de moins en moins bon. Là où vous voyez des vides, c'est ce qu'on appelle des sauts de cycle, c'est-à-dire là où il y a eu interruption d'observation pendant un moment, peut-être dû à un bâtiment qui ne permettait plus au récepteur de recevoir le signal de ce satellite-là. Donc, le signal sur bruit vous permet d'évaluer la qualité du signal. Donc, je vais enlever les mauvais signaux, tout ce qui est jaune, en fait, tout ce qui est moins vert, quoi. Pour ce faire, vous maintenez Shift et vous cliquez et maintenez également un clic étiré. C'est-à-dire que je vais par exemple enlever cette partie-ci. Je maintiens ma touche Shift, je fais un clic, je maintiens et je tire comme ceci. Lorsque c'est grisé, c'est que cette partie-là n'est plus considérée. Donc, je vais descendre et enlever ces signaux par là. Et enlever ces différents sauts de cycle. Je vais le faire pour chaque satellite. Ici, par exemple, c'est carrément rouge, c'est mauvais. Je l'enlève. Je dis on maintient la touche Shift et on fait un clic gauche, étirer et prolonger. Je fais pour ce point-ci, je passe au point suivant. Lorsque ça ne s'affiche pas, je zoome avec la molette de ma souris, je décoche la flèche, j'active le signal sur bruit. Wow, c'est vraiment mauvais de ce côté-ci. Donc je vais enlever, je maintiens le Shift, clic prolonger. Bon, lui, il n'a pas beaucoup de temps d'observation. Bon, enlevons. Je zoome. J'enlève les mauvais signaux en rouge. Bon, vous pouvez aussi laisser ceux en jaune et maintenant en fonction de la suite de vos traitements, vous verrez s'il faudra enlever certaines zones de la sorte ou pas. Mais vraiment, ceux qui sont catastrophiques, ce sont les signaux en rouge. J'enlève ça. Fais ça pour chaque satellite.
Celui-ci est carrément mauvais, donc je l'enlève complètement. Ok, j'ai fini avec ceci, je passe au suivant. B1. J'active son signal sur bruit. Et je regarde. Il est plutôt bon. Donc je peux passer. Je passe sur le prochain B2. J'active son SNR. Signals Noise Ratio. Lui également, il ne me cause pas trop de problèmes. Donc je peux laisser. En fonction de la suite, on verra s'il y aura lieu de revenir modifier. Ok, donc voilà pour le nettoyage des différentes observations. Je tiens à signaler que nous sommes toujours dans la partie de traitement des lignes de base. Maintenant, pour passer au traitement proprement dit, il est question pour nous de définir en fait les différentes lignes de base qui doivent être traitées. Pour faire cela, il s'agit de venir ici dans la fenêtre Processing, là. Donc, ce qui est du traitement des lignes de base, tout se passe en fait ici. Revenons d'abord sur un fait. Les observations que vous faites sur le terrain, pendant que vous faites vos observations, ou alors avant de les faire, vous prenez ce qu'on appelle des hauteurs d'antenne, que ce soit à l'AEP ou, je ne sais pas, de manière inclinée sur le centre de phase, le centre de garniture. Donc, il est toujours nécessaire de revenir modifier la hauteur que vous avez eu à lire sur le terrain dans votre logiciel. Ici, on a les différentes instructions. Et il nous a dit que les hauteurs d'antenne ont été toutes prises à 2 mètres 2. Donc, il sera question pour nous de vérifier qu'il s'agit bel et bien de cela. Je vais cliquer sur le point, venir ici au niveau de ses propriétés et venir ici au niveau du Antenna Height et cliquer là sur l'icône de la calculatrice. Vous avez donc ici la hauteur d'antenne, lui. On va la modifier, ça est de 2 mètres 2 exactement. Et on a micro également. On va cliquer dessus. À 2 mètres 2. Et on applique. B1. Cliquez sur au niveau du antenna height, cliquez sur la calculatrice. 2 mètres 2. On applique. B2. 2 mètres 2. Ici, au niveau des décalages, carrière, offset, il s'agit en fait des paramètres selon le modèle d'antenne que vous avez eu à utiliser. C'est également pour cela qu'il est nécessaire d'introduire en fait le bon modèle d'antenne qui correspond au récepteur que vous avez utilisé sur le terrain. C'est-à-dire faire ces traitements-là avec ce modèle d'antenne-là. Oui. Dans une de nos vidéos également, nous avons vu comment télécharger les différents modèles d'antenne et les appliquer dans nos traitements. Donc, je vais dire là OK et j'applique. Toutes mes hauteurs sont maintenant 2 mètres 2. Comme je disais, pour ce qui est en fait de la partie de traitement de lignes de base pour la suite, il est question maintenant pour nous de définir quelle ligne de base participera au traitement ou alors sera traitée. Il y a deux façons de procéder, soit de manière manuelle en définissant pour vous qui est la référence du calcul et qui sont les mobiles. Donc, il s'agit de faire, par exemple, pour ma base que voici, je vais la définir comme étant la référence. Donc, je fais clic droit dessus et je la signe en tant que référence. Ou alors, je viens cliquer là sur référence. Et pour les autres points, c'est-à-dire je fais ça référence, ça devient rouge. Les autres points, je les sélectionne tous. Maintenant, Shift, clic droit, Hover. Ça signifie que
mes possibles lignes de base, les voici ici que le logiciel me suggère. Donc j'aurai 3 lignes de base à traiter qui tendent de B047, la référence pour mes 3 différents points du site. C'est bien de faire ceci, mais le problème avec ceci, c'est que vous ne pourrez pas faire de calcul de fermeture. Pourquoi? Si vous venez ici au niveau du view, après avoir effectué cette opération manuelle-là, vous verrez que vous n'avez que 3 possibles lignes de base et vous n'avez pas en fait une boucle. Donc, parlant de boucle de fermeture, il faudra en fait qu'il y ait une boucle en fait. Donc, mes lignes de base ne partent que de B047 vers un point. Donc, personne là ne ferme. Or, les lignes que vous voyez en grisé, ce sont des possibles lignes de base. Vous voyez, celles qui sont en bleu, ce sont les possibles lignes de base prises pour le calcul. Quand elles deviennent bleues comme ceci. Et lorsqu'elles ne sont plus en interrompu, c'est qu'elles ont déjà été calculées et enregistrées. Donc, nous, ce qu'on voudra par la suite, c'est avoir en fait un calcul de boucle de fermeture. Donc, vous avez deux façons de faire. Soit vous faites simplement en enseignant tout le monde en automatique, c'est-à-dire que vous demandez au logiciel de prendre toutes les possibles lignes de base, donc de suggérer des lignes de base pour vous et de les considérer dans le calcul. Ou alors, vous faites des calculs step by step, c'est-à-dire étape par étape de manière manuelle. C'est-à-dire, comme j'ai déjà défini ceci, dans un premier temps comme étant la référence et les autres les rovers. Dans un deuxième temps, ce que je vais prendre maintenant, c'est un point du site qui va me calculer les différents autres points du site. Et pour ce faire, il faudra en fait qu'il y ait un temps commun d'observation avec les autres points du site. C'est-à-dire que quoi, si disons ça a été mon premier calcul manuel et je l'ai enregistré, je viens là sur Clear Automation. Et maintenant, dans mon deuxième calcul, vu que ma référence ne doit pas se faire calculer, sinon pourquoi est-ce qu'elle sera encore un point de contrôle? Donc ça signifie que la bande que je vois qui peut encore calculer les autres points, c'est B croix. Parce que B croix a un temps commun d'observation avec B1 et B croix également un temps commun d'observation avec B2. Donc je l'assigne comme étant la référence et je définis maintenant les deux autres points comme étant les rovers. Si vous venez ici au niveau du view, vous verrez que maintenant vous avez ceci. Vous voyez que ce ne sont plus les autres lignes qui sont maintenant en bleu interrompues, mais sont maintenant ces nouvelles lignes de base que vous avez eu à définir. Donc, quand vous allez donc associer ces deux calculs-là, c'est-à-dire le calcul précédent et le prochain calcul que voici, vous aurez donc une boucle qui tend de, par exemple, B047, B2, B croix et B047. Donc, en associant ces deux calculs-là, vous avez une boucle de fermeture qui se forme, une ou deux boucles, ou alors en fonction de votre réseau. Donc, ça, c'est quand vous connaissez un peu ce que vous voulez à la fin, quoi. Mais nous, on va faire de manière simple. Donc, j'écris là sur clair pour effacer tout. On va procéder de façon simple en demandant au logiciel en fait de tout suggérer pour nous tout ce qui est ligne de base possible, qu'il les définisse dans votre calcul. Tout dépend ici également du type de travail que vous allez faire. Donc, ça dépend vraiment. On ne pourra pas tout expliquer ici. Donc, on va cliquer sur le point et maintenant, je vais cliquer sur le dernier. Et on va cliquer ici sur Auto. Vous voyez que sur Auto, les possibles lignes de base, en fait, ça revient aux deux calculs, aux deux procédés manuels que j'ai fait précédemment. Dans le premier procédé manuel, j'avais justement 3 lignes de base qui tendent de B047 pour B croix. Dans le deuxième procédé manuel, j'avais 2 lignes de base où B croix était la nouvelle référence calculant les deux autres points du site. Vous voyez que dans Auto, j'ai ça directement. Si je vais au niveau du view, vous voyez donc nettement ce que je disais. Mes lignes de base ici sont bleues comme précédemment. Et également les autres lignes de base des points du site sont bleues également. Donc vous voyez que mes boucles sont directement formées. Et là, je ne me casse pas trop la tête, quoi. Donc, j'ai 5 possibles lignes de base qui ont été formées. Comme ceci. OK. Maintenant, pour ce qui est du paramétrage, au niveau ici, là, des data, par exemple, ici, vous avez le cut-off angle, qui est l'angle de masquage. Oui. Qui est l'angle de masquage. Ici, vous avez le sampling rate. Ici, c'est un peu l'intervalle, comment dire, l'intervalle d'enregistrement, disons la vitesse d'enregistrement. Donc, on va prendre use all pour dire je veux toutes les données.
Mais si en fonction, par exemple, de la quantité de données que vous avez, si vous avez une grosse quantité de données, il sera question pour vous d'augmenter le sampling rate pour avoir un jeu de données minimal ou disons réduit, voilà, à traiter. Pour ce qui est des use satellites, c'est bien de connaître ceci. Dans le use all, c'est que j'utilise tous les satellites de toutes les constellations. Mais s'il arrive, comme nous allons le voir par la suite, qu'un satellite me dérange dans toutes mes observations, ou alors qu'une constellation carrément me dérange pour toutes mes observations, je vais venir ici au niveau de Manual Selection, cliquer sur le crayon, et ici j'ai la possibilité pour chaque constellation de décocher un satellite, ou alors de décocher directement la constellation et tous ces satellites qui vont avec. Donc ici on va d'abord prendre Use All pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Les types d'éphémérides ici, ce sont les éphémérides diffusées qu'on va utiliser. Vous pouvez télécharger des éphémérides précises et les affecter à votre calcul en fonction également du niveau de précision que vous voulez rechercher, par exemple, dans le travail que vous devez effectuer. Le Antenna Calibration, c'est-à-dire l'ensemble de calibration d'antenne. Ici, c'est le NGS Absolute. Comment est-ce qu'on fait pour savoir le bon sous-ensemble de calibration d'antenne qu'il faut choisir? Chaque modèle d'antenne appartient en fait à un ensemble de modèles d'antenne, de calibration d'antenne. Pour ce qui est de nos récepteurs qu'on a utilisés sur le site, ce sont des V200. Et les V200 en fait sont fournis par cet ensemble de calibration d'antenne, ce qui est le NGS Absolute. Comment est-ce que je fais pour pouvoir voir cela? Vous venez ici au niveau du file, dans Tools, ensuite Antenna. Dans la barre de recherche, vous tapez V200. Vous voyez, mon modèle d'antenne V200 se trouve dans le sous-groupe NGS Absolute. Et jusqu'ici, j'ai ce modèle d'antenne-ci parce que j'ai eu à l'importer dans mon logiciel. Dans une de nos vidéos également, il est montré comment est-ce que on peut importer en fait un modèle d'antenne dans le logiciel. Il s'agit de partir sur le site en question et d'aller copier en fait le fichier en texte et venir le modifier, le coller et l'importer ici. Donc vous pouvez vous référer à cette vidéo là pour voir cela. Dans le modèle d'antenne ici, c'est le iTarget V200, Hit V200 comme ceci. Donc je sais qu'il appartient au sous-groupe NGS Absolute, c'est pour cela que dans mon paramétrage ici en processing, je vais directement venir ici et décocher et mettre NGS Absolute. Ou alors dans Data, je viens là et je prends NGS Absolute. Donc on va valider ceci. Pour la stratégie, il est question ici là de la stratégie en fait du calcul du processus. Les types de solutions qu'on voit, ce sont des solutions fixes sur la phase. Pour les autres paramétrages, on va les laisser par défaut. Ici, il s'agit en fait, par exemple, pour ce qui est du modèle troposphérique et ionosphérique, vous devez savoir en fait qu'il y a plusieurs erreurs en fait qui sont liées ou alors qui s'attachent aux observations. Et parmi ces erreurs-là, il y a les erreurs liées en fait à l'allongement troposphérique et à l'allongement ionosphérique. Il est question en fait de modéliser ces erreurs-là pour pouvoir en fait les compenser. Et ici, il est question de choisir en fait le bon modèle, oui, si j'ai comme ça, le bon modèle troposphérique pour cela. On va laisser sur automatique pour que les Infinity le couvre pour nous. Donc là, c'est bon et on va cliquer sur OK. Les autres paramètres d'auto-setting, dans une des vidéos également, j'ai parlé de ces paramètres-là de manière vraiment détaillée. Donc, tout ce que je pourrais vous dire pour cette vidéo, c'est de laisser ces différents paramètres par défaut. Également pour les Advanced. Ici, ce que je pourrais ajouter, c'est par exemple, si vous avez une bande de fréquence qui vous dérange pendant le traitement, vous avez possibilité de venir la décocher ici et de ne plus la considérer dans vos traitements. Donc ici également, on va laisser cela par défaut. OK. Lorsque c'est bon, il est donc question pour nous de venir ici au niveau du process et de prendre Process and Analyze. C'est vrai que toutes les versions ne permettent pas de faire ça. La version 3 par exemple. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser des versions plus récentes de Lake Infinity, à partir de la version 4.0 que j'ai. Donc, en faisant le Process and Analyze, c'est comme son nom l'indique, vous avez le traitement et les analyses sur les traitements. Et pourtant, dans le process, vous n'avez pas les différentes analyses, comme par exemple la possibilité de visualiser les résidus en triple différence, simple différence, double différence. Donc, on va prendre Process et Analyze que voici. Ok, il y a cette erreur-ci que le logiciel nous affiche. Pourquoi?
Parce que le logiciel est en train de nous dire en fait qu'il ne reconnaît pas ces modèles d'antenne-ci. Pourtant, il s'agit des modèles d'antenne V200, mais comment est-ce qu'il se passe en fait que le logiciel ne reconnaisse pas mes modèles d'antenne V200 que voici. Bon, là. Le modèle d'antenne, c'est iTarget V200. iTarget V200, et ça ne reconnaît pas le V202. C'est au niveau en fait de la nomenclature de ce modèle d'antenne là dans le fichier d'observation qui est le fichier, un des fichiers du format Linux, le fichier O. Donc ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est d'aller dans le fichier d'observation et modifier en fait le nom du modèle d'antenne. C'est-à-dire ici je sais qu'il s'agit de HIT V200. Donc je vais venir dans le fichier ici d'observation. Pour chaque point, vous voyez, si je fais un cri ici, là, type, voilà les différents fichiers. Je peux les ouvrir tous avec le port. Sélectionne, clic droit. Clic droit. Je vais les ouvrir tous à la fois. On va aller en un clic droit, ouvrir avec. Je vais prendre la Word. Ok. Bon, là, vous avez la possibilité, je vous conseille de lire la documentation sur le format Linux pour pouvoir comprendre en fait. Mais pour ce qui est de notre cas ici, lorsque vous voulez modifier en fait le nom de votre modèle d'antenne, pour nous ici, il s'agit du iTarget V200. Pour ce point ici, c'est nommé. Oui. Ici, on pourra ajouter iTarget V200. Vous faites juste dites oui. Vous fermez là. Quel est le point qui est rangé dans le logiciel? C'est B047 qui a le nom V202. On va aller sur ce point là, sur son fichier d'observation B047, clic droit, ouvrir avec 2016, une seule fois. Ok. Donc là, on a. Ok, donc là, on a ce fichier d'observation pour ce point. Donc, vous voyez ici, vous venez. On va descendre. Et on va modifier donc ici. Mettre iTarget. Rassurez-vous vraiment de faire des modifications précises. Ça plante un peu. C'est-à-dire que n'ajoutez pas d'espace là, il ne doit pas en avoir. C'est-à-dire ici, il finit d'ajouter iTarget V200. Ne mettez pas un espace comme ceci, ça change le format. Donc, on fait la même chose en haut. V200. Vous enregistrez ou fermez. Enfin, bon, il est question de faire ça pour les différents points que voici. Et le problème avec ça, c'est que lorsque vous l'avez fait, quand vous avez constaté l'erreur, vous avez fini de modifier. Vu que c'est ceci les données en fait à traiter, vous êtes encore censé revenir les réimporter dans le logiciel, donc ne plus considérer tout ce travail-ci et le recommencer en fait. On ne va pas faire cela parce que dans tous les cas, vous n'arriverez pas toujours à avoir les fichiers en texte de vos récepteurs que vous avez à utiliser sur le terrain. Mais je vous le conseille vivement de toujours travailler avec le bon modèle d'antenne, avec le fichier en texte dont il est question. Sinon, vous aurez des problèmes au niveau des calculs des boucles de fermeture, surtout et principalement. Et aussi les valeurs de vos altitudes pour les différents points ne seront pas vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'il y aura certains paramètres sur le décalage des centres de phase, la variation des centres de phase qui sont présents dans les fichiers des modèles d'antenne que vous n'aurez pas intégré à vos calculs. Donc du coup, il y aura un résultat douteux sur vos traitements. Donc, lorsque vous avez fini de modifier, comme j'ai eu à le montrer, il est question de revenir importer ces données-là et de continuer le processus, disons recommencer le processus et arriver à ce niveau. Bon, nous, on va négliger cette erreur et demander en fait de continuer le processus sans modèle d'antenne, sans définition de modèle d'antenne. Donc, on va cliquer sur OK.
Ok, donc là, on a nos résultats en fait des différents traitements. La finalité ici est d'avoir les ambiguïtés fixées sur la face avec un bon pourcentage de résolution d'ambiguïté. Je vous conseille vraiment de travailler avec des pourcentages de résolution d'ambiguïté supérieurs à 80%, au pire des cas 70%, bon, en fonction, comme je dis, de la précision que vous recherchez. Donc ici, ce n'est pas parce que c'est face fixe que le traitement est totalement bon, quoi. Il faudrait qu'il soit face fixe, mais avec un bon résultat d'ambiguïté résolue. Ici, le wildland fixe, il n'est pas bon parce que c'est, comment dirais-je, c'est une résolution d'ambiguïté dans des conditions difficiles. Oui. Donc, ce que nous on veut, c'est face fixe sur tout le monde. Donc, B2, B3 est à revoir. Maintenant, ce que je dois faire, c'est analyser en fait mes résultats. Ici, ce que vous avez, c'est le tracking, c'est-à-dire le nombre de satellites sur toute la durée pour chaque constellation. Si dans la légende ici, disons dans les calques, vous découchez par exemple GPS, vous verrez que ça part. Donc, ce n'est qu'une visualisation, quoi. Et vous l'avez pour chaque ligne de base. Là-bas, c'était pour B3, B047. Ici, maintenant, je suis à B1, B047. Bon, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les ambiguïtés. Donc, je viens ici, là, sur ma première ligne de base et je regarde en fait les ambiguïtés. Vous voyez qu'ici, c'est pas vraiment bon, surtout les fréquences. Vraiment pas bon. Bien que ça a été fixé ici. Mais vous voyez que pour, par exemple, cette fréquence qui est L2B2, le pourcentage de résolution des ambiguïtés n'est que de 36% d'ambiguïté résolue. C'est pas vraiment bon, quoi. Parce que plus vos ambiguïtés sont résolues, plus en fait, le calcul de position, oui, le calcul de position de votre point est meilleur. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un pourcentage d'ambiguïté de 100%. Que vous savez, les ambiguïtés, l'ambiguïté, c'est le nombre de cycles entiers écoulés depuis la mesure. Donc, par rapport au signal que le récepteur commence à reproduire de lui-même lorsqu'on l'allume et lorsqu'il a reçu le code en fait d'un satellite et le signal en fait qu'il reçoit de ce satellite-là, il est censé en fait faire une corrélation entre les deux signaux. Et le problème, c'est que il ne reçoit pas le signal du satellite au même moment qu'il se met à reproduire le signal. Donc en fait, les deux signaux qu'il reçoit ne sont pas en phase. Son but est de faire une certaine corrélation. Et pour effectuer ces corrélations-là, il s'agit pour lui de déterminer en fait le déphasage qu'il y a entre ces deux signaux-là et donc en fait de résoudre les ambiguïtés parce que ces signaux sont en fait des ondes donc définies par des fréquences, des amplitudes et des longueurs d'onde. Donc, on parle également des cycles. Voilà, des cycles. Donc, déterminer les ambiguïtés, là, en fait, c'est déterminer le nombre de cycles. Bon. Venons ici dans les observations sur les résidus. Les observations sur les résidus, vous avez la possibilité de les voir, en fait, en simple différence, en double différence ou en triple différence. Simple différence, c'est que j'ai deux récepteurs qui observent le même satellite ou alors un récepteur qui observe deux satellites. En double différence, c'est que j'ai deux récepteurs qui observent deux mêmes satellites. Triple différence, deux récepteurs qui observent quatre mêmes satellites. Donc, ce qu'on est censé faire ici, c'est voir en fait la constellation où, disons, le récepteur il dérange. Là, je vais parler par expérience et vous le dire, particulièrement pour la constellation GLONASS, il y a toujours ces problèmes-là. Vous voyez par exemple ici, c'est fixe mais sur 3 constellations.